Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années, j'accompagne les hommes et les femmes qui veulent débloquer de nouveaux niveaux de richesse et de liberté à travers une meilleure éducation financière et une relation à l'argent plus sereine et aussi plus puissante. Chaque semaine, je partage ici même un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture de temps en temps qui se font d'ailleurs de plus en plus rares, et pour connaître mes œuvres de formation et d'accompagnement. Me voici de retour avec ce nouveau format, le bilan. Je consacre tous les mois un épisode bilan pour vous partager les coulisses de ma vie, de mes business et de mon ascension financière. Et je commence donc cet épisode avec une nouvelle très spéciale. Attention, pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant, monsieur et moi allons bientôt être parents, en l'occurrence au printemps prochain. J'étais, c'est vrai, très heureuse, mais aussi soulagée de pouvoir l'annoncer publiquement. Je l'ai fait la semaine dernière, je crois, sur Instagram, parce que ces premiers mois de grossesse ont été un véritable challenge pour moi, pour la femme et pour l'entrepreneur que je suis. Alors c'est vrai que j'avais besoin, ça a été difficile pour moi, de cacher l'envers du décor, de ne pas être transparente sur les raisons de mes absences, mon éloignement des réseaux sociaux notamment. Alors ça a été un soulagement quand j'ai enfin pu en parler, une fois qu'évidemment toute la famille et l'entourage proche étaient au courant. Alors, pour commencer cet épisode, on va quand même parler un peu de chiffres. En septembre, j'ai généré environ 38 000 € de chiffre d'affaires hors taxe sur toutes mes activités, ce qui est un mois moyen pour moi, même légèrement en dessous de la moyenne depuis le début de l'année. Pour rappel, j'ai 4 sources de revenus. Le sponsoring du podcast, la formation et le coaching Richissime, la location courte durée et la formation en sous-location professionnelle. Voilà, je schématise à peu près. Alors par exemple, dans la location courte durée, il y a de la sous-location professionnelle et de la location courte durée sur des appartements dont je suis propriétaire. Mais pour simplifier les choses, je regroupe tout sous l'intitulé location courte durée. Le podcast représente environ 7% de mes revenus. Richissime, donc la formation et le coaching, c'est environ 38%. La location courte durée, ce mois-ci, c'est 55%. La formation en sous-location étant en pause parce que on est en train de la mettre à jour, elle n'a généré aucun revenu ce mois-ci. Donc là, la répartition que je vous ai donnée, c'est celle du mois de septembre. Alors, du côté de la LCD, la location courte durée, le mois de septembre a été un mois, là encore, assez moyen. Dans la moyenne, un peu plus de 21 000 € de chiffre d'affaires pour environ 6 500 € de marge. On n'a pas fait encore le détail au chiffre près de ce qui s'est passé sur le mois de septembre. En réalité, septembre et juin, nous on remarque ça depuis 2 ans maintenant, 3 ans même, ne sont pas des mois exceptionnels. On pourrait s'attendre à mieux, sachant qu'on est pour le mois de juin en début de saison, pour le mois de septembre en arrière-saison, mais que on est encore dans les périodes de beau temps. Mais dans les zones où on investit, dans les zones où on a des logements, à savoir le nord de la France, Dunkerque, Calais et puis le Havre, le plus gros des réservations touristiques se concentre sur les mois de juillet et août, dans cette période de l'année. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'en septembre, il n'y a quasiment pas de touristes et on voit le retour, en revanche, des séjours professionnels, nous, dans les zones où on est, sur nos logements. Autre chose à savoir, au mois de septembre, on a intégré 2 nouveaux biens en sous-location. Et le temps de finir les aménagements et que les annonces soient en ligne, on les a mis en ligne le 21 septembre. Les premières résas sont arrivées assez rapidement, au bout de 48 heures, mais les résas sont arrivées principalement sur les mois d'octobre et novembre. Donc les 2 appartements ont généré assez peu finalement de revenus sur le mois de septembre. Donc nos 2 appartements, on a un nouveau studio au Havre et un T3 à Gravelines dans le nord, dans la ville où on habite. Mais ils ont quand même généré à eux deux 725 € de chiffre d'affaires sur les quelques derniers jours de septembre. Et figurez-vous que les 2 apparts cumulés ont déjà généré plus de 3 000 €
de revenus en prévisionnel évidemment sur le mois d'octobre. Donc ça nous confirme en tout cas qu'on ne s'est pas trompé sur le choix de ces appartements. Le mois dernier, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode bilan que j'ai fait sur l'été 2022, mais je me félicitais d'avoir passé un été plutôt tranquille, avec assez peu de soucis et de choses à gérer du côté des locations. Bien écoutez, on a un peu tout rattrapé en un seul week-end, un des week-ends de fin septembre là. On a eu un dégât des eaux assez important dans notre immeuble. On a un frigo qui est tombé en rade et puis un four qui a été cassé dans une de nos locations, la vitre pour être plus exact. Alors, l'histoire du frigo s'est réglée assez vite. On a dû aller acheter via Le Bon Coin et échanger un frigo un dimanche matin. Pour le four, c'est en cours. Et pour le dégât des eaux, là, ça a été un petit peu plus compliqué. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a sur notre immeuble 2 tuiles qui ont glissé et qui ont laissé un trou béant de plus de 10 cm dans la toiture. Et malheureusement, c'est arrivé au beau milieu d'une série d'énormes pluies. Et donc, résultat, en moins de 24 heures, on a sur 2 de nos appartements 2 murs et un sol quasiment, j'allais dire totalement ruiné, non, en tout cas, mais sur quand même une surface de 7 à 8 mètres carrés. Le sol a été totalement, donc on a enlevé le stratifié, il y avait encore de l'eau en dessous. Et des murs qui ont été des murs où il y avait la peinture qui ont été totalement abîmés. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'assurance devrait prendre en charge les dégâts et dédommager. Et nous, on a décidé de tirer profit de cette situation. Comme il fallait de toute façon condamner au moins 2 des appartements pour faire des travaux de réparation, on en a profité pour faire ce qu'on dit qu'on doit faire depuis très longtemps, à savoir fermer l'intégralité de l'immeuble pendant 1 semaine ou maximum 10 jours pour faire tout un tas de réparations, d'améliorations et aussi pour en profiter pour laver toute la literie que on veut laver au moins 1 fois par an, si c'est pas évidemment plus, s'il y a des taches, etc. Mais tout ce qui est linge de lit, couette, oreiller, plaid, les housses de coussins, les coussins de décoration sur les canapés, etc. On met tout à laver, les housses de fauteuil s'il y en a, enfin, tout ce qui peut être enlevé et nettoyé, on enlève 1 fois par an et on met à laver. Donc finalement, on va dire qu'on n'avait pas prévu de faire ça cette semaine, mais c'est finalement un mal pour un bien. On a précipité ces différents travaux d'embellissement et d'amélioration. Certains n'avaient absolument rien à voir avec le dégât des eaux, mais étaient prévus de longue date. Et donc, on a profité de cet malheureux événement pour pouvoir tout faire d'un coup, d'un seul. Voilà, donc quand je vous dis que les revenus de la location courte durée sont jamais vraiment passifs, là on a eu un bon exemple d'un week-end où on y a consacré en tout 1 jour et demi de notre week-end pour pouvoir régler tous ces problèmes-là. Au final, c'est pas grand-chose par rapport à l'ampleur de ce qui s'est passé et de ce qu'il y a à faire. Donc somme toute, je suis assez contente. À court terme, nos projets sur la partie IMO. Alors, c'est déjà, premièrement, d'arriver au bout de l'acquisition qu'on essaye de faire depuis le début de l'année. On est en train d'essayer d'acheter un ensemble immobilier dans notre ville et c'est un projet qui traîne beaucoup et pour lequel je vous ferai un retour très détaillé et très complet une fois qu'on sera arrivé au bout. Mais donc, c'est pas pour tout de suite, mais on croise les doigts pour que ça arrive au bout et qu'on passe enfin chez le notaire, a priori au mois de novembre. Ensuite, notre autre priorité, c'est de consacrer le mois d'octobre à mettre à jour la formation de sous-location, qui du coup reviendra, qui sera à nouveau disponible pour tous ceux qui sont déjà dans la formation, la mise à jour sera disponible et pour toutes les personnes qui veulent se former à la sous-location. Donc le programme Start Sous-Loc reviendra au mieux fin octobre, au plus tard début novembre. Et du coup, on ne prévoit pas de faire l'acquisition, entre guillemets, enfin d'ajouter de nouveaux biens en sous-location dans notre escarcelle. On n'en a pas dans le viseur et en tout cas, avant la fin de l'année, je pense qu'on ne fera rien de plus sur le front de la sous-location. Voilà, maintenant, passons à l'analyse des revenus côté richissime. Alors, ça concerne environ 17 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, ce qui est conforme à la moyenne de l'année.
légèrement au-dessus, mais assez conforme à la moyenne de l'année. Mais pour moi, en réalité, c'est quasiment un revenu exceptionnel. Parce que septembre a été un des mois où j'ai le moins travaillé de l'année. Et pour cause, ma tête et mon corps étaient et sont encore, en ce début de mois d'octobre, entièrement tournés vers la gestion de mon début de grossesse et de mes nausées de grossesse. Donc, depuis l'apparition de mes nausées en août, début août, mon quotidien a radicalement changé. J'ai dû ralentir considérablement mes activités pour me reposer, pour prendre soin de moi. J'ai donc assuré le service minimum. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai à savoir le podcast, la rentrée du podcast et mes coachings, donc mes clients en groupe ou en individuel. Je me suis contentée de ça depuis début août. J'ai mis en pause le démarrage de mon programme Self-Made, de mon mastermind Next Level. Je n'ai pas été présente ou très très peu sur les réseaux sociaux. J'ai pris un retard considérable dans le traitement de mes mails, de l'administratif. Mais j'ai quand même tenu à honorer une idée que j'avais depuis plusieurs mois. C'était la célébration des 10 000 abonnés sur Instagram. Et je l'ai fait en vous proposant des offres mystères. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus aussi, c'est intéressant. Mais évidemment, quand on veut célébrer une étape comme ça, que sont les 10 000 abonnés, on le voit venir depuis un moment. Donc, évidemment que ça fait un moment que je le vois venir. Je savais juste pas si ça allait arriver en juillet, en août ou en octobre. Enfin, voilà. Mais je savais que ça allait arriver. Donc, ça fait un petit moment. C'est très symbolique comme chiffre. En tout cas, ça l'est pour moi. Et c'est pas un accomplissement que d'avoir 10 000 abonnés, mais c'est un chiffre qui a une belle vibration pour moi et que je voulais célébrer. Et j'ai eu l'idée de comment le célébrer il y a des mois. En fait, il y a des mois de ça que j'avais eu l'idée. Et il y a des mois de ça, et évidemment, à ce moment-là, je ne savais pas que je serais enceinte, je ne savais pas que j'aurais des difficultés à travailler. Donc, je m'étais dit, quand je serai à 10 000 abonnés, je ferai ces offres mystères-là. Et donc, je m'y suis tenue parce que c'était un réel plaisir et pour moi de le faire, sinon je l'aurais pas fait, et je vais vous en dire un peu plus juste après. Donc, ces offres mystères, il y en avait 3 et j'ai voulu jouer avec le nombre 10 000. Donc, il y avait une offre à 10 000 euros. Encore une fois, pendant la durée de ces offres mystères, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Enfin, moi, si, évidemment, mais vous, non. Donc, il y avait une offre à 10 000 euros, il y avait 10 offres à 1 000 euros, et il y avait 100 offres à 100 euros. Alors, je ne vais pas vous redétailler ce qu'il y avait derrière chacune de ces offres, parce que ce serait trop long et que ce n'est pas forcément le but. Mais j'ai adoré le faire, d'autant que c'est vrai que quand on propose des offres mystères, il y a aussi toute une partie qui est facilitée et qui me convenait parfaitement bien dans cette période. C'est que je n'ai rien à vous dire de plus, en fait, que voilà, il y a une offre à 10 000, 10 offres à 1 000 et 100 offres à 100 euros. Et en fait, ça simplifie énormément la communication. Ça simplifie la compréhension, ça simplifie les différents supports de communication. Donc, en fait, ça a été très simple pour moi de faire ces offres mystères-là. Et du coup, ça a été très joyeux pour moi. D'autant que vous avez que ça a marché, que ça vous a vachement plu, que... Voilà, je suis dans la gratitude immense pour ça. Moi, j'ai adoré vous les proposer. C'était très fun pour moi. Et c'était aussi très fun pour moi de vous voir vous poser plein de questions, réfléchir, y aller tout de suite, ou y aller un petit peu plus tard, ou y aller à la dernière minute, ou ne pas y aller. Enfin, voilà, j'ai bien aimé aussi suivre vos tergiversations. J'ai pris beaucoup de plaisir et du coup, ça s'est ressenti parce que je pense, il y a un lien pour moi. Il y a 92 personnes qui ont saisi ces offres mystères. Et donc, pour moi, pendant cette période, c'était un véritable tsunami émotionnel. Parce que c'est vrai que quand on dit oui à une offre mystère, il y a un élément de confiance qui est énorme. Il y a un marqueur de confiance sur une offre mystère. C'est-à-dire que je te fais confiance, Delphine. J'ai l'intuition que ça va être bénéfique pour moi, mais je ne sais pas du tout ce que j'achète. Et ça, pour moi, c'est énorme. Donc, du fond de mon cœur, et à ce moment-là, du fond de mon canapé, en tout cas, je voyais les ventes arriver. Je peux vous dire vraiment que pendant cette période-là, j'ai pleuré plus d'une fois de gratitude de voir ce niveau d'enthousiasme et de confiance sur ces offres.
Et c'était l'essentiel de mon... L'essentiel, pas tout à fait. J'ai plus les proportions exactes au moment où j'enregistre cet épisode. Mais ça représente environ... Oui, mais c'est au moins 75% de mon chiffre d'affaires du mois de septembre. Voilà, je vous donne un ordre de grandeur, mais oui, c'est au moins les 3/4 de mon chiffre d'affaires du mois de septembre. Ce qui me permet de faire plus qu'une parenthèse, plus qu'un aparté, parce que à la suite du dernier épisode bilan, quelqu'un m'a dit est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta stratégie business, de comment tu fais, etc. Très bien, soit. Et en réalité, quand j'ai commencé à rédiger l'épisode et que je me suis dit, OK, de quoi je veux leur parler dans cet épisode bilan, donc j'ai commencé à poser mes idées. Et puis, au moment des offres mystères, je dis, OK, est-ce qu'il y a une stratégie et comment je peux décortiquer ça et qu'est-ce que je peux transmettre sur ma façon de fonctionner. Et je voulais parler de quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la recherche du plaisir dans mon business. La recherche du plaisir authentique et de l'authenticité. Alors, le plaisir authentique et l'authenticité, c'est pas exactement la même chose, mais le plaisir et l'authenticité, ces deux facteurs-là sont au cœur de ma stratégie pour Richissimo. Je viens du monde du marketing digital principalement. Alors, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de techniques de marketing, de vente depuis des années. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que passionné aussi, j'ai toujours adoré comprendre comment les gens réussissaient, quels étaient les modèles d'affaires qui marchent, les techniques qui marchent. Et le constat que j'ai fait dans ce domaine, avec quelques années, un peu d'années de bouteille de recul, mais j'ai pas fait ce constat et je faisais pas ce constat il y a encore 2 ans ou 3 ans. C'est assez récent. Le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a autant de modèles de réussite, en tout cas dans le business en ligne, que d'entrepreneurs. On peut réussir en faisant des petits prix. On peut réussir en faisant des gros prix. On peut réussir en ayant une offre. On peut réussir en ayant plein d'offres. On peut réussir en faisant de la pub. On peut réussir en faisant pas de pub. On peut réussir en étant sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube. On peut aussi réussir en étant sur les 3. On peut réussir en étant que sur Facebook, alors que certaines personnes vont vous dire Facebook, c'est has-been, ça ne marche plus, et puis les algorithmes, etc., etc. Certains vont vous dire, aujourd'hui, c'est le podcast qui émerge, et YouTube, c'est compliqué, ou YouTube, c'est génial, et le podcast, c'est pas terrible. Enfin, chacun a son avis sur tout un tas de questions. Sur les réseaux sociaux, il faut poster régulièrement, il faut poster tout le temps, et puis d'autres vont vous dire, il faut poster quand vous avez envie de poster. Et il faut avoir une mailing list, ou il faut pas en avoir, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que y avait des gens qui réussissaient en faisant plein de choses qui sont différentes. J'ai vu des gens gagner des millions, littéralement, avec 3000 abonnés sur Insta. Et puis, probablement que... alors, c'est plutôt en discutant avec d'autres coachs qui me disent « Mais moi, j'ai des clients qui viennent me voir, ils ont plus de 100 000 abonnés sur Insta, et quand je vois ce qu'ils gagnent, ou le décalage qu'il y a entre ce qu'ils disent qu'ils gagnent et ce qu'ils gagnent vraiment, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a des entrepreneurs qui réussissent avec de la pub, d'autres sans, comme je disais tout à l'heure. Il y en a qui ont des grosses équipes, il y en a qui ont des petites équipes, il y en a qui travaillent encore tout seuls, il y en a qui font des appels de vente, il y en a qui font pas d'appels de vente, il y en a qui font que des tunnels automatisés. Il y a de tout. Pour moi, la seule recette qui marche, c'est celle qui nous amène à être authentiquement nous-mêmes, dans notre joie naturelle, dans notre excitation naturelle, dans ce qu'on a de mieux à livrer, qui est cet état justement de jubilation, d'excitation, où on adore faire ce qu'on fait. Et ça, c'est ce qu'il y a probablement de plus authentique. Tu sais, quand je dis ça à mes clients, le moment où on est le plus vrai, où on est le plus soi, c'est probablement les moments où on s'amuse. Parce que tous autant qu'on est, où vous regardez un enfant, l'enfant qui est... qui s'amuse ou l'adulte qui s'amuse, il regarde pas qui le regarde. Il se fout de savoir qui pense quoi de lui. Il est dans le plein amusement et en général, c'est là qu'on voit la pleine authenticité, la pleine joie d'une personne et c'est là où ça connecte le plus. Et moi, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, quand on est dans cette énergie-là, quand on arrive à trouver le sujet qui nous parle, la façon de l'amener aux gens qui est le plus en accord avec ce qu'on aime faire, on est dans cette quadrature d'authenticité et de joie
Et ça marche. Et donc, pour certains, ça va marcher avec de la pub. Pour certains, ça va marcher avec TikTok. Pour d'autres, ça va marcher avec d'autres choses. Et puis, même sur Instagram, par exemple, il y en a, ça va marcher avec tel format. Et puis d'autres avec tel format, avec telle récurrence, avec tel type de message. Donc, il y a autant de recettes de succès que d'entrepreneurs. Et ça, je l'ai observé et chez les autres et chez moi aussi. Donc, si j'arrive à trouver de la joie authentique dans ce que je fais, je sais que je vais cartonner. Je sais que je suis au max de mes possibilités pour connecter avec vous, pour créer ce qu'il y a de plus authentique. C'est pour ça que quand je me force à faire à l'inverse des choses, parce que je vois que ça marche pour les autres, parce que je pense qu'il faut les faire, parce que j'ai peur que si je ne les fais pas, je ne vais pas réussir, je ne vais pas faire mes chiffres. Je sais que quand je suis là-dedans, je ne suis pas dans la bonne énergie. Et en général, il y a un impact sur mes audiences, sur mon chiffre d'affaires ou les deux. Par exemple, j'ai un exemple hyper concret de ça. Au deuxième trimestre de cette année, donc 2022, mes audiences ont stagné. En réalité, ça a même commencé un petit peu avant. J'ai eu un énorme boom au mois de janvier et après, ça a un peu stagné et vraiment le creux de la vague, c'était le deuxième trimestre. Je sais pourquoi. Parce qu'après le super démarrage que j'ai fait dans l'année, au mois de janvier-février, ensuite, j'ai eu beaucoup d'annulations et de reports d'invités que j'avais contactés. Donc, je me suis retrouvée avec un creux de programmation. J'ai produit des épisodes plus dans le rush, dont j'étais un peu moins fière de la qualité, ou alors c'est pas tant que j'étais pas fière du résultat que l'énergie dans laquelle j'étais au moment de les créer, c'était une énergie d'urgence, de il faut que, je dois, etc. Et bam, ça s'est ressenti tout de suite dans mon travail probablement et dans mes audiences. Je me suis posé des questions à ce moment-là importantes sur l'avenir du podcast. J'ai remis en question pas mal de choses parce que j'avais perdu le plaisir de produire, le plaisir du résultat, de voir aussi que en termes d'audience, ça ne décollait pas, ça n'augmentait plus, ça se développait plus. Et donc, j'ai fait le travail, en tout cas, j'ai fait le travail d'introspection pour me dire, OK, comment est-ce que je peux retrouver du plaisir? Et si je pense que je ne peux pas retrouver du plaisir, est-ce qu'il n'est pas éventuellement temps d'arrêter? Parce que c'est vraiment la question que je me suis posée. Et ce travail a payé cash. Et depuis, on va dire à partir du mois de juin, juillet, j'ai commencé à me mettre dans la préparation de la rentrée. Et là, par contre, j'ai retrouvé une joie de dingue parce que ma programmation, elle était dingue. J'avais... tous les gens que j'ai contactés m'ont dit oui. J'avais mon agenda qui se remplissait. Et à mesure que je faisais les interviews, je voyais que les épisodes étaient dingues. Et même préparer les rediffusions de l'été, celles que j'ai, toutes les rediffusions du mois d'août, honnêtement, c'était génial parce que je me suis replongée dans mon travail, je me suis replongée dans ce que j'avais fait de mieux ces 12 derniers mois. Donc évidemment, j'étais hyper fière de mon travail, j'étais hyper fière de vous proposer ces épisodes à la réécoute et ça ne s'est pas démenti puisque le mois d'août a été un carton d'audience. Enfin, en tout cas, le mois d'août a été un mois où mes audiences ont redécollé et à nouveau en septembre avec un record d'audience à 80 000 écoutes sur 30 jours consécutifs. Donc la rentrée du podcast est un carton parce que j'ai un niveau de fierté, de joie, d'excitation, de confiance dans mon travail qui est au max. Je suis pas sûre d'avoir connu une période du podcast où j'étais autant en confiance dans ce que je fais. Je suis aussi heureuse parce que ma programmation est faite jusqu'à quasiment la fin de l'année. Donc, bam, c'est la première fois que c'est autant calé à l'avance. Et donc, tout ça me met dans un faisceau où je suis hyper contente de vous proposer ça. Et c'est une énergie que je sais communicative. Je sais que le plaisir est un driver fort de succès. Ça ne veut pas dire que les techniques marketing sont inexistantes, qu'elles ne marchent pas. D'ailleurs, dans mon souhait, en ce moment, je suis en plein recrutement de mes 2 futurs podcast managers, parce qu'il y en aura 2, des 2 futurs podcast managers qui viendront me rejoindre. On parle technique, on parle stratégie, on parle de comment est-ce qu'on transforme
1h30 d'épisodes de podcast en des contenus plus petits, des micro-contenus comme on dit, qui vont se retrouver sur Instagram, qui vont se retrouver sur TikTok, qui vont se retrouver sur LinkedIn, qui vont se retrouver sur YouTube. Comment on garde l'essence de Richissime? Comment on garde l'impact? Comment on transmet la profondeur du message dans des contenus qui sont des contenus qui parfois font moins d'1 minute? Et là, il y a de la technique. Il y a de la technique vidéo, il y a de la technique de montage, mais il y a aussi de la stratégie dans le choix à la base, le choix de mes questions et le choix des extraits, le choix des séquences et leur mise en valeur. Donc, il y a tous ces éléments-là, mais je crois qu'à la base, la dimension de plaisir est énorme. En tout cas, elle fait partie intégrante. C'est pas qu'elle fait partie intégrante de ma stratégie, c'est qu'elle est à la base de toute ma stratégie de business. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait une autre découverte majeure pendant ces 2 derniers mois, du coup, qui ont été un peu difficiles sur le plan, vous l'avez compris, de la santé physique. J'ai considérablement moins travaillé, donc en août et en septembre, mais au même moment, j'ai fait des records d'audience, en août et en septembre. Et j'ai aussi fait des chiffres d'affaires qui étaient, on va dire, conformes à ma moyenne de l'année, à d'habitude. Donc, encore un énorme coup que j'ai asséné dans le fameux mythe du travailler plus pour gagner plus, ou alors ce mythe qu'il faudrait beaucoup travailler pour rencontrer le succès. Et enfin, j'aimerais juste terminer mon épisode sur une note de gratitude infinie et généralisée. Je mesure, depuis que je suis enceinte, depuis que les difficultés ont commencé dans mon premier trimestre, je mesure la chance extraordinaire que j'ai de démarrer une grossesse dans un contexte de liberté financière. Tous les jours, mesdames, ça fait bientôt, ça fait à peu près 2 mois maintenant que je suis nauséeuse, malade de nausées de grossesse. Et tous les jours, je pense à toutes les femmes qui ont par le passé ou qui sont en train de vivre ça ou qui vont le vivre dans le futur, qui doivent aller au travail, enceintes, notamment pendant leur premier trimestre, mais pas que, en étant fatiguées, en ayant des nausées, en ayant des douleurs, en ayant des complications, en ayant des complexes, des kilos en plus, des angoisses, de la culpabilité, en ne sachant pas si on doit en parler, si on doit le cacher, et puis en continuant à paraître apte au travail, performant, productif, parce que évidemment, il faudrait pas qu'on paraisse moins performant ou inapte ou je ne sais pas quoi. Surtout pendant cette période où l'entourage professionnel n'est pas encore au courant, parce que au début de notre grossesse, on a mieux à faire que de prévenir notre hiérarchie et nos collègues, et que de toute façon, c'est le choix de chaque femme. Donc moi, j'ai cette chance que je mesure, non seulement de ne pas avoir de patron, ça c'est un choix que j'ai fait il y a 5 ans, mais surtout de n'avoir aucune pression de ramener de l'argent à la maison. Et de me dire que je peux non seulement choisir de ne pas travailler, mais je peux le faire de manière quasiment illimitée. Et ça, c'est non pas parce que j'ai un compagnon formidable, même s'il l'est, c'est le cas, et que son revenu est mon revenu, voilà, surtout dans un contexte où je porte notre enfant, mais je le dois à cette décision que j'ai prise il y a 3 ans, de hausser mon niveau d'éducation, d'intelligence financière, avec les répercussions que ça a eu, que vous connaissez sur ma vie, et qui m'offre aujourd'hui la liberté de pouvoir faire passer mon bien-être, ma santé, avant mon boulot et avant l'argent. Parce que je mesure à quel point toutes les familles, hommes, femmes et femmes qui sont enceintes, n'ont pas nécessairement ce choix que de pouvoir effectivement renoncer à travailler pour notamment des raisons de santé pendant leur grossesse ou à d'autres moments de leur vie. Et la liberté financière, c'est très concret, c'est ça aussi. Je n'ai certes pas une liberté financière à 10 000 € par mois, qu'on n'a pas besoin d'avoir une liberté financière à 10 000 € par mois. Après, j'y suis pas encore, j'y serai très probablement un jour, mais avec 3 000 € par mois, que je gagne avec l'immobilier de manière presque totalement passive et durable, j'assure grave mes arrières et je m'offre la grossesse que j'ai envie de vivre. Et gratitude infinie à moi, à mon compagnon, à mon entourage qui soutient ces décisions-là, évidemment à vous tous, puisque vous êtes un peu au cœur de ce système aussi. Donc gratitude infinie pour tout ça, pour tout ce que j'ai construit et pour vous tous.
Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avant de verser ma petite larme. Si ce format bilan d'introspection vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram notamment. Si vous avez des questions à me poser pour le prochain bilan, n'hésitez pas aussi sur Instagram. Je m'étais promis, je me suis dit, ok, le prochain bilan, il va être plus court. Et là, je vois le temps qui défile au moment où je t'enregistre, j'ai déjà dépassé les 30 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.